Élodie Baudry. Élodie Baudry est docteur en histoire de l'art contemporain. Elle a obtenu son doctorat sur le thème présence et usage des arts précolombiens dans les arts décoratifs en France de 1875 à 1945. Bravo. Voilà. Ensuite, un postdoc au Mexique, à l'université, une des universités de Mexico, j'imagine. Voilà. Ensuite, conseillère scientifique d'un grand institut de recherche sur l'art. Et puis, depuis un an, maîtresse de conférence à la Sorbonne, en fait. Et je remercie Élodie très, très chaleureusement d'être parmi nous ce soir, parce qu'elle est en période de correction de copies. Elle a encore 200 dissertations à corriger rapidement. Enfin, un certain nombre d'entre vous voient bien le sujet. Et donc, c'est très gentil à elle d'être parmi nous ce soir. Alors, cette conférence, vous savez, il y a une bonne année, nous avions eu une conférence sur la géopolitique de l'art contemporain par Nathalie Obadia, qui nous a expliqué comment un certain nombre de pays profitaient de leur patrimoine culturel et le développaient pour assurer leur soft power. Elle avait pris bien sûr l'exemple des États-Unis avec l'abstract expressionism, avec le pop art, etc. Bon, c'est pas nouveau, hein, ça se faisait déjà en Italie il y a très longtemps avec les Médicis. Mais voilà un autre exemple finalement de soft power, puisque le Mexique et le Pérou, alors disons entre les deux guerres pour simplifier, mais vous nous direz ça plus en détail, ont utilisé leur patrimoine précolombien, justement, pour développer leur soft power, leur approche de la France, leur influence, pour créer des liens et puis développer du business, certainement, avec la France. Et ça a très très bien marché, en fait, puisque dans cette période, on a un peu oublié ça maintenant. Il y a eu un engouement très fort de la France pour ces arts qui étaient jusqu'à là, cantonnés vraiment auprès d'un certain nombre de spécialistes pointus, en tout cas pas grand public. Et on a un peu oublié cette période, mais c'est cette période qu'Élodie Baudry va nous faire revivre, mais qui est toujours un peu d'actualité, puisque tout à côté, vous avez l'exposition au Petit Palais, vous avez l'exposition sur l'un des inventeurs de la haute couture, Worth, et Worth a été très influencé à une époque par les arts précolombiens, justement. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse la parole. Merci Yvon pour l'invitation. Merci aussi à l'association au Cercle France-Amérique. C'est un honneur d'être ici et merci à vous toutes et vous tous, pour être venus m'écouter et j'espère échanger par la suite. Il me semble après qu'on a un petit temps d'échange. Alors, le parti pris de ma présentation sera finalement de vous expliquer d'abord la genèse, à la fois intellectuelle et aussi, parce que je pense que c'est toujours lié, plus personnel de l'ouvrage et quels sont les choix que j'ai optés. Et ensuite, je vais non pas vous retracer tout l'ouvrage, puisqu'il faut quand même que je laisse un peu de suspense, je vais vous en donner une partie. Et en même temps, je vais aussi vous donner un peu mes recherches, puisque ça ne terminera jamais, hein, il y aura toujours des choses à chercher. Donc ce livre a été publié en 2019, donc j'ai poursuivi mes recherches depuis. Donc je vais vous montrer un mélange entre les recherches issues de l'ouvrage et les recherches qui ont été effectuées a posteriori. Avant, quand même, donc ici, vous avez l'ouvrage que vous trouvez en magasin, voilà, mais vous l'avez aussi sur Internet. Vous pouvez le télécharger ou le lire par chapitre. Voilà, donc je voulais vous mettre le site. J'ai publié ce livre grâce à l'Institut des Amériques. Et donc, voilà, vous pouvez le trouver en libre accès sur Internet, avec toutes les photographies, etc.
Je fais toujours ça parce que je préfère accorder nos violons. Quand je parle d'Amérique latine, là je vais beaucoup en parler, particulièrement du Mexique et du Pérou. Je parle de ces 19 pays ici qui courent du Mexique jusqu'à la Terre de Feu. Et quand je parle du monde précolombien, je vais expliquer ensuite d'où vient ce terme. On dit en espagnol préhispanique, mais en français c'est un anglicisme. Le monde préhispanique, c'est le monde, les populations qui ont précédé la conquête, donc avant 1492. Et moi, je vais parler surtout du monde préhispanique. Il y a un pointeur normalement. Voilà. De la Mésoamérique, ce qu'on appelle la Mésoamérique, qui comprend le Mexique et une partie de l'Amérique centrale, et l'ère andine, ici, qui comprend le Pérou, une partie du Venezuela, du Chili et de la Bolivie. Voilà. Comme ça, on est d'accord. Donc, quand je parle de précolombien, c'est voilà, sur cette aire géographique avant 1492, et pour l'Amérique latine, ce sont ces pays. Et justement, ça a été une des premières questions dans mon livre. Comment en France, parce que j'ai commencé mes recherches, j'ai commencé ma thèse en 2012, mais vraiment mes recherches de master en 2008, après, et je me suis dit, quid des études de l'Amérique latine en histoire de l'art en France? Qu'est-ce que représente pour moi l'Amérique latine? Qu'est-ce qu'on me donne à voir? Et quelles sont les constructions culturelles, intellectuelles que la France me laisse transparaître vis-à-vis de l'Amérique latine. C'est un peu la question que je me suis posée, et je me suis aussi intéressée à comment la France a construit cette idée de l'Amérique latine dès le 19e siècle, et comment l'Amérique latine a reçu cette construction française, hein. Ils vont parler de soft power, c'est exactement ça, et comment l'Amérique latine a reçu cette construction française, comment elle l'a digérée, instrumentalisée, et comment elle-même a envoyé en France, je dis l'Amérique latine, en réalité, c'est une multiplicité de regards, puisque la construction du Mexique n'a rien à voir avec celle du Pérou, ou du Chili, ou de l'Argentine. Mais c'est juste pour vous montrer que j'ai essayé de me placer des deux côtés de l'Atlantique, puisque j'ai étudié au Mexique, et donc je voulais vraiment ne pas me placer dans une perspective française, eurocentrée comme on dit, mais vraiment me mettre des deux côtés. Dans une perspective que j'ai appelée le bilatéral dans ma thèse, et j'ai vraiment essayé de chercher des sources des deux côtés de l'Atlantique. C'est une sorte de transmutation des regards bilatérales que j'ai essayé de développer entre la France et les pays d'Amérique latine, particulièrement le Mexique et le Pérou, et on va voir pourquoi. J'ai aussi choisi d'étudier les arts décoratifs plus que la peinture ou la sculpture, même si je l'ai fait par la suite. Pourquoi? Parce que j'essayais de comprendre cette histoire des regards bilatéraux, et pour comprendre cette histoire, il fallait que je comprenne une histoire du goût, c'est-à-dire voilà, maintenant on a beaucoup de vêtements avec des broderies issues du Mexique. Ouais. D'où ça vient? Comment c'est né? Pourquoi ça nous plaît? Pourquoi on trouve ça encore aujourd'hui dans les magasins? Donc j'ai voulu comprendre cette histoire, et comment cette histoire va mêler des imbrications politiques, économiques, diplomatiques et évidemment artistiques. Et pour cerner cette histoire du goût un peu multipolaire, je me suis dit que j'allais choisir les arts décoratifs. Pourquoi les arts décoratifs? Parce qu'avec les bijoux, la mode, les meubles, les tentures, etc., on a tous ça chez nous. Plus ou moins selon les goûts, mais au moins c'est accessible à un plus grand nombre qu'une œuvre d'art, qu'une sculpture ou une peinture. Donc ça me permettait de cerner un goût plus global. En général. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les arts décoratifs. Et je voulais aussi, à travers cet art décoratif, mêler une histoire du regard dans un temps long, c'est-à-dire partir des années, 1875 c'est le titre, mais en réalité je vais un
en amont, hein, entre les années 1830 et 1850. Quels sont les premiers objets? Qu'est-ce qu'on a pu voir? Parce que moi, j'étudie les artistes là de la première moitié du XXe siècle, hein, des artistes décorateurs qui ont utilisé des techniques, des motifs précolombiens. Mais je me suis dit, s'ils utilisent ces techniques et ces motifs, ils ont bien dû voir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils pouvaient voir à cette époque? Des expositions, les publications. J'ai essayé de chercher à peu près dans tous les domaines, dans le marché de l'art, mais on va y revenir. Donc, ce que j'ai voulu proposer, c'était cette histoire du goût global, et en même temps, quand j'ai essayé de comprendre ce que les artistes ont pu voir, j'ai compris tout de suite qu'il y avait une polarisation pour l'Amérique précolombienne en France. C'était surtout le Mexique et le Pérou. Et je me suis dit, c'est étrange, parce que même dans les musées, il y a principalement des pièces du Mexique et du Pérou. Pourquoi? D'où vient ce collectionnisme? D'où vient cette préférence ou cette stratégie? Est-ce que la France est actrice? Est-ce que aussi le Mexique et le Pérou sont acteurs de ces échanges? Voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi, même moi, quand je pensais à l'Amérique précolombienne, d'ailleurs les études que j'ai suivies sur l'Amérique précolombienne, c'est Mésoamérique et ère andine. Alors que l'ère précolombienne, c'est dans toute la carte ici. Donc voilà, j'ai commencé à essayer d'analyser les arts précolombiens, la présence des arts précolombiens en France par le biais d'une instrumentalisation. C'est-à-dire que leur présence n'est pas juste due au fait, n'est pas un hasard, que ça résulte d'échanges culturels, archéologiques, diplomatiques. Il y a véritablement une instrumentalisation de ces pièces entre la France, le Mexique et le Pérou. Ce qui fait que là, maintenant, je parle d'une triangulation entre la France, le Mexique et le Pérou, avec une intervention états-unienne également. Mais il faut savoir que ça s'insère dans cet espace transatlantique, dans cette triangulation, qui également va développer une identité latino-américaine beaucoup plus large. Mais c'est vraiment cette histoire du goût que j'ai essayé de comprendre, à la fois d'un point de vue microscopique, à partir des objets, à partir parfois de retracer le trajet d'un seul objet, et macroscopique, c'est-à-dire une relation transnationale, transatlantique. Voilà. Et aussi, en partant de ces objets, ça m'a permis de recréer un réseau d'acteurs, évidemment, qui possédaient les objets, comment l'objet est arrivé là, qui en a pris soin, qui s'en est inspiré. Donc, ça m'a permis de recréer un réseau de marchands, d'acteurs, d'artistes, de collectionneurs, etc. Ce qui m'a permis de comprendre finalement les grandes lignes de l'américanisme, sur l'américanisme, le latino-américanisme en France, et de retracer cette histoire finalement. Là aussi, ouais, je vais le mettre après, le dernier questionnement quand même que je me suis posé autour de cette histoire du goût, c'est vraiment l'histoire même de ma méthodologie. Comment je vais faire? Parce que je n'ai pas été formée à la fac pour étudier l'histoire de l'art d'Amérique latine. Donc j'ai eu des problèmes méthodologiques pour mêler finalement ce qu'on appelle l'histoire culturelle, l'histoire des transferts culturels, l'histoire de l'archéologie, l'histoire de l'anthropologie, l'histoire du marché de l'art aussi, donc une histoire économique. Je me suis posé la question comment je vais réunir, comment je vais traiter finalement ces différents phénomènes et quelles sont les méthodologies que je vais employer. Donc, pour vous présenter, c'est pas aussi clair dans le livre parce que, je l'explicite, mais là, pour vous le présenter, j'ai décidé de faire une présentation par le biais de la patrimonialisation, c'est-à-dire comment les arts précolombiens sont devenus un patrimoine, on fait partie du patrimoine français. Alors, quand je parle des arts précolombiens, c'est vraiment soit l'objet en lui-même, soit l'idée qu'on en a, et tout ce qu'on traite autour des arts précolombiens, et comment ce processus de patrimonialisation a induit de nouveaux dialogues, de nouveaux échanges avec le Mexique et le Pérou. Là, je vous ai mis donc la
la définition du patrimoine précolombien de l'UNESCO, enfin du patrimoine d'abord de l'UNESCO, donc qui est le patrimoine culturel est dans son sens le plus large à la fois un produit et un processus. Ça m'intéresse, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un produit, c'est un résultat, c'est un objet, et en même temps c'est un processus, c'est-à-dire que ça va induire une dynamique. Donc quand je vous parlais des transferts culturels, c'est vraiment l'idée qu'il y a des échanges, qu'il y a une dynamique et que donc ça produit quelque chose et qui fournit aux sociétés un ensemble de ressources héritées du passé. Donc là évidemment on est dans le précolombien, créé dans le présent. Ça m'intéresse. Évidemment puisque cette notion de précolombien est en fait une création, une invention. Donc c'est vraiment une invention créée au présent. Donc là on est dans les années 1850. Et cette notion a été créée. Quand on crée une notion, là, la notion de précolombien, c'est une marque de reconnaissance. Quand on ne nomme pas, on ne reconnaît pas ni une personne, ni un objet, ni un pays, etc. Quand on le nomme, on le représente, on lui donne une catégorie historique, sociale, culturelle, etc. Donc je me suis posé la question, parce que le mot préhispanique n'est quand même pas dans le dictionnaire, je le dis à mes étudiants et à mes collègues, le mot préhispanique n'est pas dans le dictionnaire français, c'est un anglicisme. Or le mot précolombien s'y trouve. Donc il a fallu que je cherche pourquoi, d'où il vient, et je l'ai trouvé. La première occurrence apparaît dans le journal officiel de la République française en 1876. Ce qui m'intéresse beaucoup puisque ce terme précolombien, finalement, apparaît une année après le premier congrès des américanistes qui a lieu à Nancy en 1875. Évidemment, il n'y a pas de hasard, je pense. Il apparaît, ce terme, 10 ans à peu près après la commission française au Mexique de Napoléon III, qui s'est effectuée de 1864 à 1867. Il apparaît à peu près 20 ans après la notion d'Amérique latine, qui date de 1856. Donc, il apparaît dans un contexte d'établissement de nouvelles relations entre la France et l'Amérique latine, là particulièrement le Mexique. Il apparaît aussi au moment où les pays latins d'Europe, dont la France, vont essayer de contrer l'expansion teutonne, enfin germanophone au nord, et l'expansion états-unienne au Mexique, en créant une base latine. Ce concept de latinité, dans ce sens-là, naît au XIXe siècle. Et ils se sont dit, mais Christophe Colomb, c'est une figure latine excellente. Il est né à Gênes, donc il a des liens avec l'Italie, ensuite il travaille pour les Portugais, et enfin pour les Espagnols. C'est vraiment l'archétype de la figure latine. Donc ils vont créer ce mot de précolombien, dont l'acception est assez rapide, puisque en tant que scientifique, je sais qu'à chaque fois qu'un terme naît, quand on fait des néologismes, on a toujours des contestations. Là, jusqu'au jour, je n'ai pas trouvé de problème. Il a été accepté très rapidement. Donc voilà. Je pense qu'il y avait un consensus sur ce terme, parce que justement, non seulement il permettait de reconnaître les populations précolombiennes, il permettait de les dater, tout ce qui est avant la conquête de... Enfin, voilà, j'aime pas dire la conquête, mais l'arrivée des Espagnols en Amérique. Et il permettait donc de dater, mais il permettait aussi un peu de marquer au fer rouge toute cette histoire pré-européenne en Amérique latine, c'est-à-dire que tout ce qui est avant l'Europe. Donc c'est quand même, on inscrit quelque chose d'assez fort. Et en plus, on le lie avec une latinité européenne. La France, je ne peux pas développer, mais la France cherchait des alliés en Amérique latine dès la fin du XIXe siècle. Ils se sont dit, mais beaucoup de latino-américains parlent français, c'est parfait pour développer une stratégie diplomatique et politique. Donc ils ont lancé une grande propagande, mais surtout au début du XXe siècle, mais ça commence à la fin du XIXe siècle, une grande propagande de séduction de ces pays latino-américains.
Donc le terme arrive à point nommé. Enfin, il est stratégiquement pensé pour rapprocher finalement le vieux monde, comme on dit, du nouveau monde. C'est aussi évidemment pensé, parce que vous savez, au XIXe siècle, surtout les naturalistes, on aimait bien classer, catégoriser, montrer une certaine évolution. Donc l'idée de précolombien intéressait, puisque c'était un monde, on décrit que c'était un monde antédiluvien, c'est-à-dire avant le déluge. C'est un monde qu'on n'arrivait pas encore à classer dans la taxonomie générale du monde. Donc il fallait, pour pouvoir le classer, le catégoriser, lui donner une chronologie, une ère géographique et des types artistiques. Voilà. Donc je prends un peu de temps pour vous expliquer tout ça et j'espère que je ne vous assomme pas déjà, mais c'est juste pour vous montrer comment ce soft power petit à petit se met en place. Et c'est grâce à ces éléments de vocabulaire, mais aussi évidemment qui résultent de stratégies politiques. Ce sont grâce à ces éléments que finalement les artistes vont pouvoir s'approprier ces arts précolombiens. Disons qu'on va leur mettre en vitrine, le gouvernement français va leur mettre en vitrine. Les arts précolombiens vont devenir un outil stratégique, un outil culturel stratégique, vraiment d'instrumentalisation culturelle. Alors, une fois que c'est posé, cette notion de patrimonialisation des arts précolombiens, je vous propose de regarder ça à travers une sorte de kaléidoscope, c'est-à-dire à travers différents prismes, où finalement, je vais proposer d'analyser cette construction patrimoine précolombien, d'abord en vous donnant un rapide panorama des expositions. Qu'est-ce que les artistes ont pu voir, ou les Français? Qu'est-ce qu'on voyait des arts précolombiens au XIXe siècle, dans des expositions universelles et des expositions temporaires. Ensuite, quid du marché de l'art? Là aussi, c'est important. Hein. Si on acquiert des objets, ça veut dire qu'il faut pouvoir les vendre. Il faut un réseau pour ça. Et enfin, les appropriations artistiques. Voilà. C'est un peu les grandes lignes que je développe dans mon ouvrage. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. J'ai jamais voulu faire un ouvrage exhaustif. Ça c'est moi je donne après à mes étudiants, mais c'est vraiment juste pour ouvrir quelque chose et montrer que finalement l'Amérique latine, en dépit de ce que l'histoire de l'art de nos jours laisse entendre, a une présence, et qu'il n'y a pas seulement que les arts africains ou océaniens, mais qu'il y avait véritablement une présence sur la scène artistique française, même européenne. Alors voilà, la première présence dans les expositions universelles. Donc là, je vous présente les expositions universelles parisiennes, mais évidemment, il y a aussi en Espagne et dans tout le monde. Hein. Mais la première occurrence des pays latino-américains se trouve en 1855, hein, la première exposition universelle à Paris. Mais je n'ai pas de photos de ces pavillons. Donc, on va faire un bond jusqu'en 67, avec la première présence vraiment là latino-américaine. Là, on est dans une représentation du Mexique, hein, donc le parallèle est intéressant. Donc, le gouvernement va présenter ces petites recherches. Et ici, vous avez Léon Méhédin, qui est un riche mécène qui avait participé à cette commission de Napoléon III au Mexique, qui lui aussi va présenter ses résultats dans un pavillon privé. Vous voyez que c'est une relecture très lointaine de la pyramide de Xochicalco au Mexique. Donc évidemment, on a l'idée du Mexique, mais il n'y a absolument aucune véracité archéologique. Hein. Il y a quelques éléments, il présentait des photos, il présentait ce qu'il avait un peu collecté sur place, mais c'était un pavillon payant. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai regardé quand on analyse un peu les entrées de ce pavillon, c'est très pratique puisque c'était payant, donc il y avait un registre.
on voit que c'était le clou, un des clous de l'exposition universelle, qu'il a été extrêmement visité, extrêmement photographié, et qu'il a beaucoup plu. Donc là, pour notre histoire du goût qui est en train de se tisser, c'est déjà un premier pas, finalement. C'est un véritable triomphe. Le second triomphe, c'est à l'exposition universelle, on est toujours à Paris, en 1878. Là, c'est l'établissement du musée du Trocadéro. Il faut savoir que le musée du Trocadéro a été construit parce qu'il y avait beaucoup de voyageurs. Alors souvent c'était des gens issus de l'armée ou de la diplomatie qui allaient en Amérique latine et qui envoyaient des caisses et des caisses d'objets précolombiens au ministère des Affaires étrangères, dont Charles Wiener qui est un voyageur au Pérou, qui a menacé le ministère d'envoyer les caisses au British Museum. Il y avait la concurrence entre la France et l'Angleterre, puisque le gouvernement français n'exposait pas ces pièces, qui étaient à peu près au nombre de 80 000 pièces. Donc, sous la pression, le gouvernement propose de faire une petite exposition à l'exposition universelle de 1878. Si les gens visitent cette exposition ethnographique temporaire, si ça plaît, ben on va construire un musée. Voilà. Donc, ça a plu, ils ont construit le musée du Trocadéro, qui maintenant, ça c'est l'ancienne architecture, qui avait plus de 80 000 pièces d'objets précolombiens. Donc c'était majoritaire. Après, très rapidement, il y a eu des pièces d'Afrique, d'Océanie et même d'Asie. Donc, à cette exposition va se refléter aussi l'exposition, là je vous ai mis du Pérou pour changer, mais le pavillon des nations latino-américaines qui se présentaient, de l'Amérique centrale et méridionale, mais aussi du Mexique, en 1878. Et là, vous voyez qu'en réalité, là, c'était pas des pavillons, c'était un grand espace avec une entrée spécifique, caractéristique pour chaque pays. Donc là, vous avez la porte de Tiahuanaco, hein, au Pérou, que vous pourrez peut-être maintenant, qui est en fait en Bolivie, dans l'actuelle Bolivie. Mais vous avez voilà, des annotations donc c'est un architecte français qui l'a réalisé, mais avec l'aide de consultants péruviens. Et là, vous avez les annotations des consultants péruviens pour modifier pas l'architecture, mais ce qui est assez intéressant, c'est que déjà le Pérou revendique son appartenance, sa filiation avec cet espace andin, préhispanique. C'est intéressant de voir les choix. Qu'est-ce qu'on choisit dans son passé? Les Mexicains vont aller directement vers les Mayas et les Aztèques, pas du tout vers les Toltecs ni les Olmecs. Voilà, c'est aussi l'état des connaissances archéologiques, hein, on était encore dans les découvertes archéologiques, mais par exemple le Pérou va très rapidement refuser, en tout cas au XIXe siècle, d'utiliser les Incas, parce que les Incas ont été en contact avec les Espagnols, donc ils sont contaminés. Il faut aller avant les Nazca, les Paracas, etc. Donc c'est assez intéressant de comment ces choix procèdent finalement d'une stratégie politique. Et nous arrivons justement, alors ça c'est très drôle, en 1889, où ces stratégies politiques vont être exacerbées par le Mexique, puisque là le Mexique va refuser que ce soit un architecte français qui les représente, comme c'était normal à chaque exposition universelle, c'est le pays hôte qui fait travailler ses architectes. Mais là, le Mexique a refusé. Non, nous, on veut que ce soit des architectes mexicains, Antonio Peñafiel qui a fait, et Antonio Anza, qui ont fait ce pavillon ici, qui retrace l'histoire de la cosmogonie, ici dans ces reliefs, de la cosmogonie des dieux précolombiens, ou au moins de l'idée qu'on en avait à l'époque. Évidemment, on retrouve cette idée de pyramide. Bon, les pyramides, les marches étaient beaucoup plus larges. Je ne sais pas si vous avez déjà monté une pyramide mexicaine, mais c'est vraiment difficile. Là, pour le bien des visiteurs, ils ont mis des marches beaucoup plus larges. Mais vous avez une sorte de melting pot
des nations précolombiennes, enfin des civilisations précolombiennes du Mexique, avec des motifs ici, on pourrait passer des heures à l'analyser, qui viennent de Oaxaca, de différents sites, hein, on peut tout retracer. C'est comme si ils avaient mis dans un mixeur toutes les nations précolombiennes mexicaines qu'ils préféraient, avec quand même une architecture qu'on pourrait classer de néoclassique, hein, on a quand même l'idée d'un temple grec là, et avec ce calendrier aztèque qui a plus l'air qui a été revisité dans une version baroque, néo-baroque. Vous voyez que c'est un mélange de tout. Donc ça, c'est la version mexicaine à l'exposition, avec à l'intérieur, évidemment, toutes les ressources mexicaines, actuelles, contemporaines et passées. Et à la même exposition, donc là, nous sommes au pied du Champ de Mars, à côté de la Tour Eiffel, qui est en train de se construire. Et de l'autre côté, Charles Garnier, hein, que vous connaissez, l'architecte de l'Opéra, a réalisé l'histoire de l'habitation humaine, qui retraçait les habitations des principales civilisations de la planète, dont l'habitation des Aztèques, et il a fait aussi l'habitation des Incas. Il a été aidé pour ça par Viollet-le-Duc, l'architecte Viollet-le-Duc, qui était quand même, on ne le sait pas, mais un connaisseur de l'architecture précolombienne. Visiblement, il ne l'a pas écouté, puisqu'il a réalisé quelque chose de complètement fantasmé. Ce sont des pavillons qu'on pouvait visiter, hein. Enfin, c'était vraiment, c'est construit. Vous avez encore les maquettes en cire qui sont actuellement au musée du Havre, de Graville exactement, mais on a tous les plans, les dimensions, etc. Donc vous voyez que ce qui m'intéresse dans cette histoire du goût, hein, qu'on est en train de tisser, c'est la coexistence entre deux visions. Une vision qui, même si elle est un peu mélangée, essaye de s'approcher d'une réalité, si elle n'est pas archéologique, elle est au moins historique ou stylistique, avec une vision complètement fantasmée. Là, vous avez la vision des Français, et là, vous avez la vision des Mexicains, qui essayent de plaire aux Français. Voilà. Donc, je sais que les artistes que je vais vous présenter après ont visité ces expositions. Il faut savoir que, par exemple, le peintre Paul Gauguin a visité ces expositions aussi. Donc il en parle et ça l'a beaucoup influencé puisqu'il avait de la famille au Pérou. Et le dernier exemple paradigmatique un peu dans ces expositions, je fais un bond puisqu'il y a une oscillation. Parfois les pays latino-américains revendiquent leur passé précolombien, parfois pas du tout, ils se placent dans une veine néo-grecque, parce qu'il y a aussi, ils cherchent leur identité, donc il y a une oscillation, c'est jamais linéaire. Mais cette affirmation du précolombien revient en 1937, toujours à l'exposition internationale, avec le pavillon du Pérou, qui là aussi est orchestré par le gouvernement péruvien pour... Finalement, c'est assez intéressant puisque le gouvernement péruvien s'était dit en France, les arts s'intéressent à l'Afrique, à l'Océanie, et qu'ils s'intéressent à ce qu'on appelle au primitivisme. Mais nous, on est aussi des primitifs. C'est très intéressant d'avoir l'autre position. Donc, on va leur montrer qu'on a des pièces qui peuvent les intéresser aussi. Donc, on va organiser un pavillon avec... un peu des exemples paradigmatiques des choix. Hein. Ils ont procédé à des choix. Là, vous avez Chavin de Huántar, qui est un grand horizon civilisateur au Pérou. Ici, le dieu au bâton, etc. Et donc, on va utiliser les meilleurs exemples de civilisation précolombienne et on va les exposer dans le pavillon. Et là, vous avez l'intérieur du pavillon. On retrouve cette même porte de Tiahuanaco, hein, ici, vous avez des vitrines, vous avez des reconstitutions ici de colonnes préhispaniques. Ils vont inviter des artistes contemporains péruviens pour adapter ces motifs préhispaniques, précolombiens, dans des tissus. Donc là, vous avez une vitrine avec application moderne de l'art péruvien ancien. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire sur les tissus, etc. Même la vitrine est extraordinaire. Avec des petites statuettes ici qui sont vaguement inspirées du monde préhispanique. Alors voilà, alors après vous en avez plein, hein.
Ici, on va y revenir, c'est Elena Isque, donc c'est elle qui a peint ici ses fresques et ses motifs. Et ici, toutes les pièces, tout est orchestré, non pas pour montrer, mais pour que les artistes s'approprient ces motifs. C'était bien au-delà que juste une exposition, c'est vraiment l'orchestration d'un discours, la mise en place d'un discours. On essaye d'apprendre aux Français quelles sont les meilleures pièces et comment utiliser ces motifs et ces techniques. C'était très didactique. Finalement, là aussi, quand on voit les fréquentations des pavillons, le pavillon du Pérou, c'est un peu le clou, un des clous des pavillons les plus visités de l'exposition internationale de 1937. Et c'est très intéressant parce que là aussi, les artistes que je vais vous présenter après l'ont tous visité et commandent ce pavillon. Parfois, certains l'aiment, parfois certains beaucoup moins. Mais peu importe, c'est que l'impact est là et qu'il participe de l'appréhension, non pas de la redécouverte, mais vraiment de la nouvelle appréhension de ces arts d'Amérique latine, de ces arts précolombiens en France et même sur la scène européenne, plus largement. Alors, est-ce que je parle trop? Non, ça va. Là, nous avons fait les expositions universelles, même si c'est rapide, mais vous en avez une idée. Mais je me suis intéressée aussi aux expositions temporaires. Et oui, parce que là aussi, il faut voir l'impact de ces expositions. Si ça a plu, il y a forcément la création d'autres expositions, puisque s'il y a un goût pour les arts précolombiens qui naît, il faut l'alimenter, il faut y répondre. Donc, les Français, mais aussi les Latino-Américains, vont animer ce goût. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, vous avez... alors, je ne vous ai pas dit, mais évidemment, il y avait des collections au Louvre, à l'Hôtel de la Marine, à Saint-Germain, etc. Mais ça restait très sporadique. Et surtout, ce sont des collections qui n'étaient pas mises en valeur, qui n'étaient pas instrumentalisées. Ce qui m'intéresse, moi, dans mes recherches, c'est l'instrumentalisation de ces collections. Donc, là, les pièces d'art précolombien étaient au musée du Trocadéro, principalement, dans la section du Louvre, ou dans les expositions universelles. Là, ce qui va m'intéresser, le passage au XIXe siècle, c'est qu'elles vont être présentées dans des musées des beaux-arts. C'est-à-dire que ce ne sont plus des pièces archéologiques ou ethnographiques, mais qu'on va les déplacer. On va les déplacer dans des institutions du beau, des beaux-arts, des arts majeurs, comme on dit. Et cette exposition au Palais Galliera, c'est finalement, ce sont deux Argentins, Alejandro de Olazábal et c'est l'Argentin, pardon, Alejandro de Olazábal et le Brésilien Pedro Luis Osorio, qui ont demandé au gouvernement français d'organiser un concours pour exposer des pièces latino-américaines passées et présentes. Donc, ils ont voulu eux aussi se présenter. Donc, ils ont demandé au gouvernement d'organiser une exposition au musée Galliera, donc, qui était quand même déjà le palais de la mode, mais il y avait aussi des expositions des beaux-arts. Et ils ont présenté une exposition qui fait le lien, qui lie en fait les pièces précolombiennes. La première partie de l'exposition sont des pièces précolombiennes, la partie centrale des pièces coloniales, de la période coloniale, et des pièces contemporaines, avec des peintres et des sculpteurs contemporains, à peu près 70 peintres et sculpteurs contemporains qui vivaient à Paris. Donc l'idée, c'était de créer un réseau, mais c'était de montrer au public français qu'il y a une continuité entre les arts précolombiens, l'art colonial et l'art contemporain. Ce ne sont pas des sections, il y a une continuité. Et en montrant cette continuité, ils ont aussi donné le titre Exposition Art américain latin. La notion d'identité latino-américaine commence à émerger. Il va y avoir une exposition d'art latino-américain en 1933 à Paris, et là va éclore le mot. Mais il y a cette idée d'une identité latino-américaine. Donc on a un monde précolombien, déjà, on est depuis 1876, puis on a en plus la notion de latino-américain, d'une identité latino-américaine.
Donc vous voyez que les identités naissent toujours à partir au niveau national, parfois régional, national, mais aussi au niveau continental. Et cet aspect multiscalaire de l'identité, des identités, permettent de l'instrumentaliser sur la scène internationale, en fait, et de se représenter comme étant plus fort. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec cette exposition d'art américain latin. Alors évidemment, ces expositions s'accompagnaient de concerts, de cours d'écriture. On pouvait apprendre à réaliser des quipus, c'était très drôle, de la musique. Enfin, il y avait tout un accompagnement qui permettait de séduire un public beaucoup plus large. Là aussi, hein, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a fait un premier rapprochement. On a déplacé des objets pour la partie précolombienne dans un musée des Beaux-Arts. Donc le déplacement, je vais générer un discours. On va dire, ah, ces œuvres-là peuvent être vues comme des pièces d'œuvres d'art. Ce n'est pas seulement des pièces archéologiques, des pièces d'études. Donc ça, c'est un premier déplacement. Le deuxième déplacement, c'est quand on va les mettre en comparaison. On va créer un discours en rapprochant des pièces d'art précolombien avec des objets contemporains, Man Ray, qui faisait partie du groupe des surréalistes. Donc ils vont faire dialoguer des œuvres précolombiennes avec ici des œuvres de Man Ray. Ce qui est très intéressant, c'est que donc ils vont opérer un rapprochement stylistique, plastique, formel entre des œuvres contemporaines et des œuvres, là entre autres, hein, mais pas seulement. Là, ce sont des œuvres qui viennent de l'Océanie et aussi du monde précolombien. Donc, le monde précolombien ne va plus rester isolé, il va commencer à se connecter. Il va se connecter avec l'art africain, avec l'art océanien et avec l'art contemporain latino-américain. Non, français, l'art contemporain français. Là aussi, hein, on poursuit. En 1927, l'artiste surréaliste Yves Tanguy, hein, va exposer, ils vont créer, là, vous avez la sculpture mexicaine qui va être mise en relation avec les sculptures d'Yves Tanguy. Donc il va y avoir un pont qui va s'établir entre les sculptures mexicaines principalement, mais pas que, et les créations contemporaines d'Yves Tanguy. C'est très intéressant puisque quand on lit les préfaces, par exemple, ici dans la préface de ce catalogue, André Breton, que vous connaissez peut-être, qui était le chef de file des surréalistes, va dans son discours insister sur les correspondances entre les terres mexicaines, précolombiennes, et les toiles d'Yves Tanguy. Hein. André Breton est allé au Mexique, il connaît très bien les terres mexicaines, il a beaucoup écrit, et le Mexique va avoir... précolombien et passé, va avoir une importance considérable pour la création du surréalisme. Donc vous avez des rapprochements comme ça qui ont l'air un peu banals, mais qui résultent en réalité de stratégies plastiques et artistiques très fines finalement. Évidemment, le point culminant, là ça restait dans des petits espaces, le point culminant c'est vraiment la représentation des arts précolombiens au Louvre, donc dans l'actuel musée des arts décoratifs, dans le pavillon de Marsan. Ce qui est assez intéressant avec cette exposition de 1928, c'est qu'à l'origine elle était pensée par le Pérou. En 1926, le Pérou voulait orchestrer le 105e anniversaire de son indépendance. Donc il voulait présenter, exposer au monde entier sa collection précolombienne, un peu pour finalement fêter cet anniversaire. Donc il avait demandé à Ventura García Calderón, l'écrivain, mais aussi Reynaldo Lusa, l'artiste, à des artistes et intellectuels péruviens à Paris, d'organiser cette grande exposition. Par faute de moyens, l'exposition n'a pas pu aboutir. Or, le projet va être repris par François Carnot, qui était directeur du musée des arts décoratifs, et par un génie qui s'appelle Georges-Henri Rivière, qui à l'époque était un jeune qui allait devenir le plus grand muséologue français, mais qui était un jeune intellectuel très connecté
et qui connaissait bien Alfred Métro, un ethnologue de l'époque. Enfin, voilà, donc il connaissait rien, mais il avait des bons contacts. Donc il va reprendre ce projet à la demande du directeur du musée des arts décoratifs, sauf qu'au lieu de le concentrer sur le Pérou, il va l'ouvrir à toute l'Amérique latine exactement. Et il va présenter ces objets, alors là plus du tout comme des œuvres archéologiques ou ethnographiques, il va les présenter comme des œuvres d'art. Quand vous rentriez dans l'exposition, vous aviez une carte qui vous situait à peu près voilà, les pays. Vous aviez une explication historique de ces civilisations précolombiennes, puis après plus rien. Après, vous étiez dans un musée dans lequel vous visitez des statues, voilà, vous pouviez appréhender des sculptures d'œuvres d'art. C'est-à-dire les cartels, le système des cartels, des petits écriteaux, des vitrines, etc. C'est exactement pareil que dans un musée. Il a essayé de, vous voyez, il a appelé ça les arts anciens de l'Amérique, donc il les a qualifiés d'œuvres d'art, d'objets d'art. Et par cette stratégie, il voulait vraiment... voilà, son propos, c'est si j'en fais des objets d'art, ils vont intégrer la scène artistique. Et ça va davantage rapprocher la scène contemporaine des arts précolombiens. Voilà. Ça va tisser davantage de liens entre ces deux productions artistiques. Voilà, là je vous en ai mis quelques exemples, mais c'était l'idée. Et là aussi, cette exposition s'accompagnait d'un théâtre... d'un opéra inca, l'opéra Garnier. Vous aviez des soirées dansantes. Évidemment, ils ont invité tous les pays, les présidents, émissaires, etc., des pays invités. Et c'était un honneur pour les pays latino-américains de présenter leurs œuvres. Beaucoup de latino-américains à Paris ont prêté des œuvres à cette exposition. Je vous les ai mis là. Vous avez des américanistes, évidemment. Vous avez... je vous ai mis quelques Colombiens, des prêteurs mexicains, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Vous avez beaucoup d'artistes surréalistes, André Breton, Paul Éluard, Tristan Tzara prêtent des œuvres, par exemple. C'est assez intéressant de voir le réseau, en réalité, qui se crée autour de ces expositions, l'impact de ces expositions, évidemment, et puis comment cette exposition a véritablement modifié la perception qu'on avait des arts précolombiens en France. Voilà, il y avait quand même 1200 pièces exposées, hein, c'était quelque chose de conséquent. Bon, après, voilà, ça s'est poursuivi, évidemment, ça s'est même intensifié, on va le voir. Ici, vous avez exposition surréaliste d'objets, des objets d'Amérique et d'Océanie. Charles Raton, qui était un grand marchand d'art, galeriste et marchand d'art à Paris, spécialisé dans les objets d'art dits primitifs, mais surtout d'Afrique et d'Amérique. Vers les années 30, il s'est dirigé vers l'Océanie, mais il a commencé par l'Afrique et puis après par l'Amérique. Lui aussi, hein, en contact étroit avec les surréalistes, c'est d'ailleurs lui qui a initié André Breton aux objets dits primitifs. Il va être un grand promoteur des arts précolombiens sur la scène parisienne. Et évidemment, André Breton, hein, qui va exposer à son retour du Mexique, qui va faire l'exposition Mexique à Paris. Dans cette exposition, là, vous avez sur la couverture une œuvre de Manuel Alvarez Bravo, qui est un photographe mexicain. Il va exposer des œuvres précolombiennes, des œuvres contemporaines mais indigènes, des œuvres coloniales et des œuvres de Frida Kahlo. Frida Kahlo va détester cette exposition parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir une exposition monographique entièrement dédiée à elle. Il l'a quand même fait venir en France en 1939, elle est à Paris. Et finalement, elle n'a que quelques toiles présentées dans cette exposition. Elle en sera d'ailleurs très énervée, mais c'est intéressant parce que André Breton est vraiment persuadé que le Mexique est l'antidote à la déperdition artistique européenne et qu'il doit montrer à la jeune génération le pouvoir un peu artistique mexicain pour régénérer la création française. Voilà, alors évidemment je vous ai parlé des galeries, je vous ai parlé des expositions,
Mais moi, quand j'ai fait cet ouvrage, je me suis dit, bah, s'il y a des galeries, s'il y a des expositions, il y a forcément un marché, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc là, j'ai pas fait ça toute seule quand même. J'ai travaillé en collaboration avec une agrégée d'économie qui s'appelle Léa Saint-Raymond et qui est aussi docteur maintenant en histoire de l'art. Donc elle connaissait pas du tout l'Amérique, moi l'économie pas du tout. Donc on a allié nos forces pour finalement faire une base de données qui sera bientôt en ligne, c'était très long, sur la vente des objets d'art dits primitifs, hein, donc ça veut dire océaniens, africains et précolombiens, à Paris, particulièrement à l'hôtel Drouot, puisque c'était un peu l'espace central à l'époque, de 1925 à 1939. Qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché tous les catalogues d'exposition qui vendaient des pièces d'Afrique, d'Océanie et d'Amérique. On a recopié tous ces catalogues dans une base de données Excel. Puis on a cherché les PV, c'est-à-dire les procès-verbaux de ces catalogues. Vous savez, quand on fait une vente, on a un catalogue et une exposition qu'on donne à ceux qui veulent venir. Et au moment de la vente, on a un greffier qui écrit, voilà, chaque notice dans un catalogue a un numéro, qui reporte le numéro, qui ensuite réécrit la description du catalogue, et qui ensuite écrit à qui cette œuvre a été vendue, combien, etc. Combien l'enchère a été mise et combien la vente finale a été adjugée. Donc c'était très intéressant pour nous puisque on avait les prix, les acheteurs, les vendeurs, on avait tout un réseau. Ça, c'est l'exemple d'un procès verbal. Vous voyez, c'était un peu de la paléographie pour tout relire, mais on a pu croiser des données et voir un peu qu'est-ce que les gens achetaient, qu'est-ce qu'ils vendaient, comment ça se passait finalement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu, alors là, nous, historiennes de l'art formées majoritairement en France, on a été un peu surprises de voir, attendez, parce que là, voilà, vous voyez ici en rouge, ce sont les objets vendus, les objets d'Amérique, hein, précolombiens. En vert, ce sont les objets d'Asie, en bleu, ce sont les objets d'Afrique, ici, et alors non, en bleu foncé, ce sont les objets d'Afrique. En bleu clair, ce sont les objets d'Océanie. Vous voyez qu'en dépit de ce qu'on dit, les objets africains étaient constants, se vendaient de manière constante, mais il n'y en avait pas énormément. Les objets d'Amérique, beaucoup plus, et les objets d'Océanie culminent, finalement. C'est très intéressant, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on nous laissait comprendre en histoire de l'art, finalement. Et on regarde des dates, l'année qui culmine, c'est 1928. Exactement la même année que l'exposition du Louvre. Donc il y a une correspondance, il y a un élan qui a été donné. L'autre pic, ici, dans les années 1935, on a les expositions surréalistes, l'exposition internationale à Paris, etc. Donc on a une concomitance entre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les expositions, donc la naissance d'un goût pour l'Amérique, et le marché de l'art. C'est évidemment pas du tout anodin, puisque non, je vais trop vite. Quand on analyse les acteurs du marché de l'art, ce sont les mêmes en fait. Ce sont les mêmes qui prêtent aux expositions. Charles Araton, le galeriste dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui s'arroge la part du lion sur le marché. Enfin, ils font l'offre et la demande en fait. Et ils font naître un goût pour pouvoir vendre et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant. Ce sont les mêmes. Et il y a autant de vendeurs qui viennent de Paris, mais aussi d'Amérique latine, ou même d'acheteurs, et surtout aussi de Suède, mais majoritairement de ces zones géographiques-là. Alors on s'est demandé aussi, on a analysé le nombre de pièces, on a évidemment aussi analysé les prix et les provenances de ces pièces. Et cette polarisation dont je vous parlais de tout à l'heure, que pour moi, quand j'étais étudiante, le précolombien, c'était surtout le Mexique et le Pérou. Vous voyez que je ne me suis pas trompée par mon instinct, puisque la majorité des pièces vendues sur le marché de l'art à l'époque, première moitié du XXe siècle à Paris, provenaient du Mexique et du Pérou. Voilà, vous voyez. Mais par contre, c'est ça qui a été assez étrange,
c'est que normalement, plus une œuvre est rare, plus elle est chère. Bah, ça ne fonctionnait pas du tout pour ces sphères géographiques-là. Ça veut dire que la demande était énorme. Le prix moyen des pièces était de 500 francs, en francs constants, c'est-à-dire qu'on a fait une moyenne. Une baguette de pain à l'époque coûtait 2 francs 75 et Léa avait trouvé un professeur, un instituteur était payé 875 francs par mois, en francs constants en moyenne, à l'époque. Donc vous voyez qu'acheter une pièce à 500 francs, c'était quand même c'était assez cher. Mais c'est assez constant. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en dépit de la demande, les prix ne baissent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres, il y a énormément de pièces du Mexique et du Pérou, mais les prix ne baissent pas. Ça veut dire que la demande était forte. D'ailleurs, il y a une grosse production de faux à l'époque. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez les points noirs ici. Ça, ce sont vraiment des pièces rares. Le Venezuela et les Antilles. Donc ça, c'était des pièces très chères. D'ailleurs, la pièce du Venezuela, la plus chère, c'est 5710 francs en francs constants. Donc c'était quand même très très cher d'acheter des pièces, sachant qu'on a quand même des pièces d'Océanie qui vont jusqu'à 8000 voire 9000 francs et des pièces d'Amérique qui vont facilement jusqu'à 7000 francs, ce qui était quand même très conséquent. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est évidemment ce que les gens vendaient, mais ce qu'ils achetaient, leurs préférences géographiques. Là, c'est très sommaire, mais à l'intérieur, on a aussi les préférences. On sait qu'ils préféraient les Nazca aux Incas. On sait qu'ils préféraient les pièces d'or de Colombie que les masques en jade du Mexique. Enfin, voilà, on a fait une histoire du goût par rapport aux ventes, évidemment. On a aussi pu voir ce que les gens revendaient. Par exemple, on peut suivre ce que André Breton vendait ou revendait. Alors parfois, il revendait des pièces africaines pour s'acheter des pièces précolombiennes. Puis ensuite, il a revendu des pièces précolombiennes pour acheter des pièces océaniennes, selon le goût. Donc c'est très intéressant de voir comment finalement ces pièces ont suivi la mode, en fait, le goût. Donc vous voyez, 1900, et là on retrouve notre pic en 1928, et ici, donc vous avez le nombre de pièces vendues ici, et les prix. Alors, bon, là, il y a une corrélation, mais quand même, on s'est dit, là c'est assez incroyable, parce qu'il y a très peu de pièces vendues. Donc on est en 1937, vous vous souvenez le pavillon que je vous ai montré du Pérou? On s'est dit, il y a peu de pièces vendues, mais elles sont super chères. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même quelque chose qui n'est pas cohérent dans le marché. En fait, ça je l'ai fait après ma thèse, ce sont les lois patrimoniales. En Amérique latine, les lois patrimoniales ont été passées dès le début des indépendances, donc vers 1821. Elles étaient inefficaces, très peu. Or, elles se sont progressivement renforcées. Il y en a eu plusieurs, surtout à la fin du 19e et au début du 20e siècle, puisqu'il y avait beaucoup trop de pillage et d'exportation de pièces précolombiennes. Trop de pièces quittaient les nations latino-américaines. Donc, les pièces sont devenues plus chères, mais surtout, un étranger n'avait plus le droit d'exporter des pièces précolombiennes. C'était interdit. Seuls les latino-américains pouvaient le faire. Et donc, ils ont saisi l'opportunité pour vendre des pièces précolombiennes sur le marché parisien extrêmement chères. Il y avait beaucoup moins de pièces, donc les prix, là, pour le coup, ont monté. C'est très drôle. Alors là, vous avez, par exemple, le meilleur exemple, c'est Alberto Josepani, qui était un ministre plénipotentiaire du Mexique à Paris. C'est quand même lui qui a... le Mexique avait pas mal d'argent à l'époque, beaucoup moins en France, dans l'entre-deux-guerres, évidemment. Donc il a acheté énormément de pièces précolombiennes pendant l'entre-deux-guerres, où c'était pas... les lois patrimoniales n'étaient pas encore assez effectives. Il a acheté plein de pièces pas chères sur le marché parisien. Et en 1937, à cause des lois patrimoniales, le prix a augmenté. Et alors là, il a vendu pas mal de pièces. Et disons qu'il s'est vraiment enrichi, quoi.
Mais bon, une partie de sa collection a été léguée aussi au musée d'anthropologie. Maintenant, c'est le musée d'anthropologie de Mexico. Avant, c'était le musée d'histoire nationale. Donc, vous avez comme ça des acteurs qui ont profité du marché. Madame Tinoco, qui a prêté à l'exposition du Louvre, qui était très investie dans tout ce qu'il y avait sur l'Amérique latine, par exemple, qui venait du Costa Rica. Désiré Pector aussi, hein, alors là, il a vendu énormément de pièces sur le marché. Enfin, il s'est considérablement enrichi. Voilà. C'est important de le noter parce que maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les musées font attention. Il y a les études sur les processus de restitution et de provenance des objets. On rend des objets en Afrique, etc. Et en faisant cette étude sur les lois patrimoniales, je tenais aussi à montrer que les latino-américains ne sont pas que des victimes. Évidemment qu'il y a des pillages, évidemment qu'il y a des problèmes issus de comportements post-coloniaux, coloniaux en tout cas, mais qu'ils ont aussi été acteurs et qu'ils ont aussi tiré parti de ce marché. Voilà, c'est à nuancer, je pense. Voilà, alors la troisième partie sur on a étudié un peu le contexte avec les expositions, le marché de l'art, là vous avez compris, notre tissage culturel, intellectuel et évidemment économique. Et on voit aussi que ce patrimoine, disons que ce tissage va permettre un nouveau tissage culturel, formel, plastique, esthétique. Sans ce contexte que je vous ai expliqué auparavant, les artistes ne se seraient pas autant intéressés, ou au moins de manière aussi massive, aux arts précolombiens. Leurs appropriations sont la résultante de cette propagande initiée depuis la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, la première propagande, un des exemples, et j'ai beaucoup étudié les recueils d'ornements en Amérique latine. C'est quoi un recueil d'ornements? C'est un livre qui va puiser des motifs précolombiens, les meilleurs, ou ceux qu'on préfère, pour chaque pays. C'est comme un peu une carte d'identité, mais formelle. Donc on en a, chaque pays en a, en France, il y en a, c'est né au XIXe siècle. Ce sont des recueils d'ornements, comme ça on montre notre grandiloquence, notre passé, et on le transmet aux artistes et aux artisans, etc. C'est un répertoire de motifs. Évidemment, le Pérou va le faire et va demander à cet artiste, Elena Iscue, qui était maîtresse d'école, passionnée de dessin, qui allait sur les chantiers archéologiques dessiner, faire des croquis, des tessons, des motifs. Elle allait au musée Larco Herrera à Lima, qui est un musée d'art précolombien. Donc elle va dessiner. C'est elle qui fait la décoration du pavillon du Pérou que je vous ai montré tout à l'heure, en 1937. Vous savez, les peintures murales, c'est elle. Elle va se passionner pour ces motifs précolombiens et elle va les adapter aux arts décoratifs. C'est-à-dire qu'elle va proposer des tissus, des sièges néo-préhispaniques, si vous voulez, néo-précolombiens. Donc, elle fait des peintures avec Manco Cápac, enfin les artistes, les légendes précolombiennes. Elle fait aussi des sièges vraiment d'inspiration plus ou moins proche d'ailleurs précolombienne. Là, elle fait un salon Inca qu'elle présente en 1921 à Lima. Elle va ensuite se détacher des Incas parce qu'elle va les considérer comme étant trop contaminés parce qu'en contact avec les Espagnols. Ces travaux vont être très rapidement remarqués par le gouvernement péruvien, notamment le président Augusto Bernardino Leguía, qui lui aussi voulait instrumentaliser les arts précolombiens pour séduire la France, passer des marchés avec la France. Donc l'art précolombien, c'était vraiment une vitrine, mais ce qu'il voulait réellement, c'est passer des accords économiques, politiques, etc. Donc il va envoyer Elena Iscue à Paris pour qu'elle publie son recueil d'ornements en 1926. L'année où il devait y avoir l'exposition au Louvre. Elle a été faite en 1928, mais au début, tout devait être orchestré pour être publié en même temps. Donc elle a eu une bourse de 2 ans, finalement elle restera 11 ans à Paris, et elle va publier ce recueil qui était
un recueil donc, qui s'appelle L'art péruvien à l'école. C'est publié en français, en anglais et en espagnol. Il était diffusé dans les écoles au Pérou, donc les petits-enfants recopiaient les motifs. Et il était diffusé dans les musées, dans les centres artistiques européens, mais aussi états-uniens. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que ce livre a été publié à plus de 10 000 exemplaires. C'était énorme pour l'époque, en plus dans une qualité, dans une très bonne qualité chromatique. Donc c'est vraiment un acte de soft power. On veut montrer au monde les possibilités de l'art précolombien. Regardez, par exemple, ici, elle vous met un petit... sorte de petit canard qu'elle décline. Ici, elle vous montre comment vous pouvez les utiliser en rond, sur des sacs, face à face. Elle vous montre toutes les possibilités formelles, voilà, comment vous pouvez utiliser ce petit canard. Elle vous met aussi ces motifs hein, on les retrouve tous sur des céramiques ou architecture préhispanique, précolombienne du Pérou. Et là, elle vous montre comment les recopier. Voilà, vous entraînez pour les recopier. Parce que l'idée, à l'époque, c'était que si on recopie, on mémorise, et ça devient partie de notre ADN, après, de notre identité. Ça, c'était plutôt pour les enfants péruviens, oui. On voulait tous avoir la même identité, la même référence au passé précolombien. Donc, en faisant copier incessamment les enfants, on allait les rendre homogènes culturellement. Voilà, donc ça... c'est une sorte de pérégrination. Ça, c'est un tissu Paracas. C'était pour vous montrer, en fait. Donc, c'est un tissu Paracas qui est au musée de Brooklyn, qui a été dessiné, là, c'est par Charles Mead dans une recherche, un document scientifique. Hein, c'est un archéologue qui était venu, états-unien, qui était venu au Pérou. Ça, c'est un motif d'un recueil d'ornements argentins de la même année, de 1926. Non, c'est Viracocha, c'est 1923. Ça, c'est une page du livre péruvien d'Elena Iscue. Et ça, ce sont des boutons qui ont été réutilisés par la styliste Elsa Schiaparelli, que vous connaissez peut-être, qui était la contemporaine et l'ennemie juré numéro 1 de Coco Chanel. Voilà. Bon, alors moi j'adore faire ça, donc voilà, là vous avez une céramique avec les différentes réutilisations d'Elena Iscue, là dans un tissu. Donc vous voyez bien comment elle décline les motifs, elle s'en inspire, elle les simplifie parce que, bon, quand même, il faut pouvoir les reproduire parfois à la machine, au métier jacquard, donc il faut simplifier le motif. C'est d'ailleurs cette simplification qui va faciliter la transmission. Comme ça, les artistes français vont se dire, bon, ben voilà, le travail est déjà fait, j'ai juste à copier-coller, et c'est une stratégie, hein, elle l'a fait évidemment exprès. Voilà, donc ça, elle a collaboré 2 fois avec Elsa Schiaparelli, à son arrivée en 1926 et aussi en 1937. Donc vous avez Elsa Schiaparelli qui avait pignon sur rue, hein, sa galerie Place Vendôme, elle connaissait Ami des surréalistes, elle connaissait tout le gratin artistique et intellectuel parisien. Elle était amie avec Reynaldo Lussa, qui était un artiste péruvien à Paris, qui a travaillé avec Elena Iscue, évidemment. C'est du réseautage, hein, c'est exactement le principe. Donc elles vont travailler ensemble et elles vont réaliser donc ces boutons. Ici, là, je vous ai mis un autre exemple parce qu'elle les a réalisés plusieurs fois. Pour la collection de 1929, elles ont réalisé beaucoup plus de choses en réalité, mais s'il y a des descriptions dans les archives d'Elsa Schiaparelli, il n'y a pas de précision. Enfin, il n'y a pas de photos. Donc, parfois, on a des dessins dans Vogue, mais c'est assez difficile. Vous voyez, ensemble, elles ont réalisé ce chullo, les bonnets traditionnels péruviens. Sauf que Elena Iscue, Elsa Schiaparelli, sa couleur un peu, son emblème chromatique, c'était le rose shocking, un peu Barbie. Donc, il faut imaginer des chullos péruviens ici en rose, vraiment en rose. Hein. C'est très drôle. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un transfert culturel. C'est-à-dire que là, si vous voulez, l'idée du Pérou n'est même plus revendiquée. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les Parisiens portaient des chullos sans même savoir que ça venait du Pérou, peu importe. Mais le Pérou était présent à Paris, et c'était ça qui comptait, même s'il n'était pas revendiqué. Elena Iscue, en faisant ça, elle faisait ce qu'on appelle des formes apatrides. Elle n'avait plus de pays, ces formes.
elles étaient tellement simplifiées qu'elles n'avaient plus de référence. Mais justement, si une forme n'a plus de référence, si elle est apatride, elle est assimilable par tout à chacun. Et du coup, le Pérou pouvait s'immiscer à peu près partout, sans que vous le sachiez. Mais c'était l'idée, c'est ça, le soft power. Donc, vous pouviez porter, dans les années 30, un chuyo. D'ailleurs, ce chuyo était présenté, Elsa Schiaparelli va présenter, vous voyez, en 1937, dans le pavillon du Pérou. Et donc, Elena Iscue va inviter Elsa Schiaparelli, qui va présenter ses collections dans le pavillon du Pérou à l'exposition internationale. Alors là, c'est très drôle aussi, c'est que ce même chuyo un peu déformé est réutilisé par l'artiste surréaliste Dali, qui adore les créations d'Elsa Schiaparelli. Et il va utiliser les créations roses, là, les bonnets roses, pour l'exposition internationale du surréalisme à Paris. Vous voyez, alors je ne sais même pas si Dali avait conscience qu'il utilisait une source péruvienne, mais je crois que ça ne l'intéressait pas forcément d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment cet organe précolombien, un organe formel, intellectuel, politique, etc., s'est diffusé sur la scène artistique française. Voilà, alors elles ont fait plein de choses. Là, vous avez des petites manchettes. La photo ne rend pas très bien, mais c'est vraiment de la broderie. La broderie avec des différentes épaisseurs. Donc c'est vraiment très beau, ces manchettes. Là, je vous ai mis... C'est pour ça que c'est très difficile pour moi, pour les recherches, parce que là, je suis très contente de les avoir trouvées, mais a posteriori, parce qu'au moment de ma thèse, je n'avais trouvé que ça, dans Vogue. Donc la précision était quand même... C'est un dessin, il y a une réinterprétation, c'est assez difficile. Donc ça, je les ai trouvées a posteriori. Là aussi, Elsa Schiaparelli a travaillé sur le Mexique, elle a fait une collection. D'ailleurs, ça s'appelle Du Mexique au Tyrol, mais en réalité, c'est collection pour Madame Rivera. Évidemment, elle a fait la collection pour Frida Kahlo, qui était mariée alors avec Diego Rivera. Et voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il n'y avait pas que le Pérou, mais que le Mexique était présent aussi. Et ça, c'est assez drôle en réalité, puisque dans les archives de la maison de Frida Kahlo à Mexico, vous avez la relation avec Schiaparelli. J'ai découvert, avec un collègue qui maintenant a publié, qu'en fait Frida Kahlo avait une aventure, une de plus, avec un des surréalistes français qui s'appelait Marc Petitjean, et c'est ce Marc Petitjean qui l'a mis en relation avec Schiaparelli. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir encore comment ça s'est orchestré, comment ce réseau finalement s'est orchestré. Et évidemment, de l'autre côté de la rue, vous avez Jean-Charles Worth, mais la deuxième grande collaboration d'Elena Iscue, c'est le styliste Jean-Charles Worth. Frédéric Worth, c'était quand même le styliste de la princesse Eugénie, par exemple. Donc, depuis le 19e siècle, ils ont pignon sur rue. D'ailleurs, son père, j'ai trouvé ça plus tard, il a inventé le bleu mexicain. Donc la cour portait le bleu mexicain. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait, mais c'est très drôle parce qu'il y avait déjà cette vogue, cet intérêt du Mexique. Et à mon avis, il l'a fait dans les années 60 pour répondre à la commission de Napoléon III au Mexique. Ce serait un peu cohérent. Voilà. Mais, donc Elena Iscue va travailler 11 ans pour la maison de couture Worth. Elle va faire d'innombrables tissus, tampons, porte-monnaie, foulards. Il va même lui dédier en 1936 une collection. Donc dans la vitrine, ce sera collection Elena Iscue. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est évidemment, ce sont des motifs issus du monde précolombien. Jamais, sauf quand il lui octroie une vitrine, il va afficher l'origine péruvienne des motifs. Ça veut dire que les Parisiens vont porter ces foulards, mais je ne sais pas, dans les revues, dans les publicités, etc., ils n'affichent jamais l'origine péruvienne. Donc je pense que les Parisiennes portaient ça sans savoir que ça venait du Pérou. Ou peut-être que si, je n'ai pas d'argument pour l'affirmer ou l'infirmer. Voilà, donc là, elle a fait le logo de la maison. Elle a fait un tampon avec le logo de la maison Worth. Elle a fait d'innombrables estampages à la main. Elle travaillait toujours à la main avec sa sœur Victoria.
Et voilà, donc il y a des centaines et des centaines, vous imaginez, en 11 ans de production. Là, je vous ai montré le tissu. Tout à l'heure, je vous ai expliqué le petit canard, exactement. Comment le tissu qu'elle a réalisé justement pour Vors, ici. Elle l'a décliné en plusieurs couleurs. Voilà. Là aussi, hein, vous avez, on ne voit pas très bien sur le rouge, mais elle a réalisé plusieurs dessins et ce dauphin Nazca se retrouve sur un maillot ici. Vous savez, les maillots étaient tricotés en laine et ensuite en jersey. Donc on retrouve sur le maillot et sur la tenue de plage, par exemple. Ça, c'était exposé à New York. Donc Elena Iscue va vraiment avoir pignon sur rue et va mettre en vitrine, grâce à elle en tout cas, et grâce à ses collaborations, ces motifs précolombiens vont être en vitrine donc à Paris, mais aussi à New York. Hein. Là, vous avez à l'exposition de 1935 à New York, une vitrine d'Elena Iscue avec toutes ses créations. Elle va rentrer au Pérou en 1937. Enfin, elle va faire un détour par les États-Unis, mais elle rentrera et elle va continuer à alimenter en fait ce goût, à étudier les motifs préhispaniques précolombiens pour ensuite les diffuser sur la scène artistique, mais cette fois péruvienne. Vous voyez, vous pouviez acheter des boutons, des foulards, des portefeuilles, etc. Enfin, voilà, avec des motifs néo-précolombiens, d'interprétation précolombienne. Alors, Elena Iscue a vu ce pavillon, puisqu'évidemment Elsa Schiaparelli expose dans le pavillon du Pérou, mais je vous ai dit au début que d'autres artistes avaient vu ces expositions. Et ça a eu un impact sur leur création. Je vous en montre deux. Vous avez un artiste qui s'appelle Ivan da Silva Brun, qui est d'origine brésilienne, enfin il a gardé sa nationalité brésilienne, mais il a travaillé en France. Et il a visité ce pavillon du Pérou en 1937. Et ça va être déterminant pour son travail. Alors, Ivan da Silva Brun, c'était le cousin de Thomas Mann, le prix Nobel de littérature allemand. Il a une famille entre le Brésil et l'Allemagne, mais il passe toute sa vie en France. Au début, il fait des études de médecine. Puis, à cause de la guerre, il est immobilisé. Il commence à défaire des tapis à la main et à s'intéresser à la céramique, à la mosaïque, à la peinture, qu'il pratiquera toute sa vie d'ailleurs. Il va donc défaire ses tapis à la main et visiter l'exposition au Louvre, au pavillon de Marsan, une exposition d'art marocain. Il va avoir une révélation pour les tapis berbères particulièrement, et il va s'intéresser à ces tapis, et surtout à ces techniques traditionnelles berbères, à la manière de teindre les fibres, à la manière de fabriquer les tapis, et au style formel de ces tapis. Donc il va faire des recherches, notamment l'ouvrage très connu à l'époque de Prosper Ricard, qui vous explique comment faire des tapis berbères et les différents types de tapis berbères. Il en fait une analyse très précise. Donc ça, c'est la première approche de cet artiste brésilien qui va se mettre à refuser le métier jacquard ici. Il va utiliser des métiers traditionnels qu'on appelle en haute lisse quand ils sont verticaux ou en basse lisse quand ils sont horizontaux. Donc, et il va utiliser le même système que les tapis berbères, les mêmes techniques. Là, bon, ça va. Ça devient, donc il va faire ses tapis, voilà, il va suivre exactement la même structure que les tapis berbères, un encadrement avec des triangles. Enfin, il va suivre la même structure et la même gamme chromatique, les mêmes couleurs. Donc là, on est en 25. Et puis là, hop, en 38, un an après l'exposition du pavillon du Pérou, voilà, dont je vous ai parlé en 37, il va se mettre à réaliser des éléments précolombiens. Il va s'intéresser auparavant de loin aux éléments précolombiens, aux motifs, mais il va vraiment en prendre toute l'ampleur avec l'exposition de 1937. Ici, en réalité, c'est même pas précolombien ce que je vous montre, mais ça c'est très intéressant parce que les artistes font l'amalgame entre
les Aztèques, les Incas, les Mayas, à l'époque, on ne les dissocie pas très bien. Ici, vous voyez, c'est un aigle. Là, vous avez le bec de l'aigle, l'œil, ses ailes, le corps, sur un figuier de Barbarie, ce qui est l'emblème du Mexique, en fait. Il a complètement stylisé, ce que je vous ai montré, les simplifications qu'a faites Elena Iscue tout à l'heure, bah là, il a fait exactement la même chose. Ça, c'est le tapis qu'il a appelé Yucatan. C'était pour la légation du Mexique. Vous voyez, par exemple, voilà, c'est exactement ça. Là, il a fait, là aussi, harmonie de bleu pour la légation aussi du Mexique. Donc, il a repris donc l'emblème du Mexique, il y a un aigle avec un serpent et sur un figuier de Barbarie. Et il a repris des motifs ici précolombiens, ici aussi. Alors ça, c'est plus du Pérou, par exemple. C'est des motifs qu'on retrouve au Pérou. Et ça, c'est du Mexique. Pas de problème, hein, il n'y avait pas de rapport à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je vous ai parlé des tapis berbères, c'est parce qu'en fait, il va mélanger la technique berbère, les couleurs berbères, avec des motifs précolombiens. Voilà, il ne va pas utiliser les motifs du Pérou. On connaissait très bien les textiles péruviens. Hein, en Allemagne, on l'enseignait déjà. Mais ça ne va pas l'intéresser. Il va continuer avec ses techniques berbères, mais avec des motifs précolombiens. Voilà. Ça m'intéresse, ce type de croisement. Je ne l'ai pas mis dans ma thèse parce que je ne le savais pas à cette époque-là. Mais maintenant, je travaille sur les liens entre les croisements entre le Maghreb et l'Amérique latine. Voilà, et donc il a réalisé toutes sortes de tapis. Hein. Là, vous voyez, c'est assez drôle parce qu'il donne aztèque. En fait, ce motif n'est pas du tout aztèque, hein, c'est des motifs péruviens. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir les différents amalgames qu'il réalise et les différentes techniques. Évidemment, beaucoup d'autres artistes ont fait comme lui. Il a été professeur de Paul Leleu, une artiste. Jules Leleu était un grand ensemblier, un grand décorateur français. Et Yvan da Silva Brand a formé sa fille. Vous voyez qu'on retrouve le système ici, plutôt Nazca, péruvien. Elle a réalisé des tapis aussi. Enfin, c'est juste pour vous montrer qu'en réalité, ce système de tapis, là je vous donne des exemples paradigmatiques, mais ils n'étaient pas du tout isolés. Hein. En Allemagne, on avait beaucoup d'exemples avec Annie Albers, Margaret Bicklaut, etc. Donc ce qui m'intéresse dans ce cas particulièrement, c'est vraiment le mélange entre le Maghreb et comment le monde précolombien vient correspondre au monde maghrébin, finalement. Et le dernier artiste, si vous avez encore un petit peu d'énergie, qui a vu le pavillon du Pérou en 1937 et qui, lui, pour le coup, n'a pas du tout aimé, c'est l'orfèvre Jean Puyforca. Hein, vous connaissez peut-être sa maison, il a toujours la maison à Paris. Et cet artiste, qui lui aussi, hein, depuis des générations, est issu d'une famille d'orfèvres, au début d'ailleurs de couteliers, et cet artiste français qui se voyait comme un orfèvre statuaire, donc il faisait de la sculpture, mais il faisait de l'orfèvrerie aussi. On le connaît très bien à Paris pour ses productions d'orfèvrerie art déco, qui ne se sont jamais démodées depuis d'ailleurs, dans le style art déco. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'il a visité en 1937 l'exposition du Pérou. Ça ne lui a pas plu du tout, mais ça lui a, quand même, il s'est dit, il y a quelque chose en Amérique latine. Donc il s'est intéressé, lui, au Mexique. Vous savez qu'il y a des gisements d'argent, enfin, surtout à Taxco, au Mexique, énormément de gisements. Donc il va s'intéresser au Mexique. Il n'avait pas de problème de langue, sa femme était cubaine. Donc il va décider, il écrit dans une lettre qu'il considère que les productions mexicaines préhispaniques sont bien meilleures que les productions péruviennes. Donc il va décider d'emménager, de partir pour le Mexique en 1941 et d'ouvrir à Taxco sa boutique. Hein. Il avait une boutique à Taxco, donc dans un grand centre d'orfèvrerie, peut-être à 3 heures de Mexico, et il va établir toute une relation avec notamment des orfèvres sur place, dont l'États-Unien William Spratling, qui est très connu. Et il va complètement métamorphoser sa production. Alors il ne va pas, lui, s'inspirer de motifs ou de techniques, mais c'est plus, si vous voulez, la cosmogonie ou la manière de percevoir la création artistique. Là, vous voyez que
les serpents de Teotihuacan ou de Quetzalcoatl qu'on retrouve au Mexique, ces formes vont devenir beaucoup plus courbées, serpentiformes, beaucoup moins rigides que l'art déco. Il va utiliser évidemment des matières locales, comme le jade, l'albâtre, etc. Il va travailler avec des artisans, se former aux techniques mexicaines. Donc il va vraiment s'imprégner. Si on vous le dit pas, vous le savez pas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment s'immiscer, enfin le Mexique présent et précolombien va s'immiscer dans la création de Jean Puyforca. Vous voyez par exemple là c'est très drôle comment ce serpent dessine l'anse et aussi le dos du couvercle. Il va complètement métamorphoser sa manière de produire. Il va même faire son sigle, son emblème, hein, il change pour son entreprise au Mexique. Il n'a pas fermé son entreprise en France, hein, mais il est entre les deux et il décide de vivre à temps plein au Mexique jusqu'à son arrêt cardiaque en 1945. Il s'apprêtait à revenir en France, mais sur le bateau, il est décédé d'un arrêt cardiaque. Lui aussi a ses suiveurs, hein, je pourrais vous en montrer beaucoup, mais Jean Després, le plus connu, a réalisé ce qu'on appelle les toumis. Enfin, les toumis, c'était des couteaux sacrificiels c'était des sacrifices humains par arrachement du cœur. Et donc, lui s'est inspiré de ça, je pense qu'il ne connaissait pas vraiment le contexte, pour des couverts, par exemple. Ici, vous retrouvez le motif. Voilà, donc ce que j'ai voulu, vous montrer, c'est mon processus, à la fois le mien et en même temps celui de l'histoire, par les biais par lesquels je suis passée, les questionnements, les éléments aussi de découverte qui restent encore à explorer, mais surtout je voulais vous montrer comment ce tissage s'est créé, que cette idée qu'on a aujourd'hui du précolombien, du Mexique, du Pérou, des Aztèques, des Mayas, est en réalité une construction issue de la France, mais issue aussi des pays d'Amérique latine, principalement des pays comme le Mexique et le Pérou qui, eux, avaient un grand horizon culturel précolombien, mais aussi qui avaient ce qu'on appelle une politique indigéniste. L'indigénisme, si vous voulez, c'est une sorte de nationalisme, de processus nationaliste qui a été développé au début du XXe siècle, à chaque fois différent, hein, il ne faut pas penser que c'est partout pareil, mais au Mexique, par exemple, après la révolution de 1910, le gouvernement va se dire, bon, il faut qu'on se construise en tant que nation, il faut qu'on ait tous les mêmes références, donc on va créer ce processus indigéniste, c'est l'instrumentalisation des pièces précolombiennes et malheureusement aussi indigènes contemporaines. On faisait l'amalgame, hein, les indigènes contemporains étaient considérés de la même manière que les civilisations précolombiennes. Donc on va les instrumentaliser sans jamais leur demander leur avis d'ailleurs, mais pour les mettre comme des emblèmes de la nation. C'est ça, je ne sais pas si vous connaissez le muralisme mexicain, les peintures de Diego Rivera, etc. C'est exactement ça. Donc, ces deux pays ont mis en avant véritablement instrumentalisé les arts précolombiens. Et c'est pour ça que je me suis concentrée sur ces pays. Mais évidemment, l'Argentine a aussi fait sa part dans une moindre mesure. L'Uruguay, le Venezuela, le Guatemala de manière un peu plus tardive. Voilà, c'est juste, j'ai juste voulu montrer que l'Amérique latine, par le biais des arts précolombiens, a sa place dans l'histoire de l'art et qu'il faudrait, en réécrivant maintenant, parce que l'histoire se réécrit en permanence, réécrivant l'histoire de l'art, réintégrer l'Amérique latine passée et contemporaine. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Élodie, c'était passionnant. Au-delà de tout ce que vous avez fait découvrir, moi j'ai beaucoup apprécié le fait que vous nous ayez donné un regard sur votre recherche, en fait, sur la façon dont vous avez construit votre recherche. Et ça, c'est assez rare dans une conférence, c'est absolument passionnant. Alors, je voulais
ajouter que cette conférence avait tout à fait sa place au Cercle France-Amérique, puisque dans le comité d'organisation de l'exposition de 1928, il y avait un comité d'honneur, et que ce comité d'honneur, dans ce comité d'honneur, il y avait en particulier Gabriel Anoto, qui est notre père fondateur ici à France-Amérique. Donc, tout à fait d'actualité. Je vous laisse la parole pour les questions. Bernard? Oui, la question vient au début de votre discours. La question, pourquoi, d'où vient le nom précolombien? Parce que quand on dit force précolombien, on pense Colombie avant la Colombie. Donc c'est assez étonnant que ce soit mis comme terme générique de l'ensemble de la culture précolombienne. Et la deuxième chose, est-ce que l'intérêt que la France a fait dans les années, après les années 1870 sur le Mexique est lié à son expédition napoléonienne de mémoire qui était vers 1865, 63. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, pour la première question, effectivement, précolombien, peut-être je ne l'ai pas dit, mais ça vient de Christophe Colomb. C'est pas la Colombie, c'est vraiment Christophe Colomb. Comme il est né à Gênes, en Italie, à l'époque, il a travaillé pour les Espagnols et les Portugais, voilà, c'était vraiment la figure archétypale. Donc on a utilisé Christophe Colomb. Effectivement, la France avait des accointances avec le Mexique, même avant la commission scientifique du Mexique de 1864 à 67. Napoléon avait envoyé Maximilien. Le problème, c'est que comme Maximilien, vous le savez, a mal terminé, les relations avec le Mexique se sont largement détériorées. Donc il y a eu une reconquête de la France, une reconquête intellectuelle et politique de la France au Mexique. Donc ils ont engagé une véritable propagande qui n'était pas si difficile puisque le dictateur Porfirio Díaz était très ouvert sur la France. Donc dans un accord tacite, il envoyait par exemple des espions mexicains, vous allez travailler à la poste, vous allez travailler à l'armée, il envoyait des espions mexicains en France pour copier les institutions, etc. Les Français étaient parfaitement au courant mais ne disaient rien. Il y avait quand même des échanges, ils essayaient de retisser des liens diplomatiques suite à la mort de Maximilien, à l'assassinat de Maximilien. Donc il y a eu un gros effort sur le Mexique, effectivement, qui va se poursuivre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que votre introduction fait dire qu'au début, c'est surtout avec le Mexique qu'on a commencé à regarder l'art précolombien. Alors, les collections précolombiennes. Et effectivement, mais diplomatiquement, les collections précolombiennes ont été encore plus instrumentalisées parce qu'avec le Mexique, la relation était très difficile au début, jusqu'à Porfirio Díaz. Est-ce que les précolombiens, c'est pas aussi un peu avant les Incas? Ah oui, c'est tout avant. Oui, oui, bien sûr. Alors, pour le cas du Pérou, les Incas, en fait, les Incas sont ceux qui ont rencontré les Espagnols, enfin une partie, puisque les Incas s'étalent quand même sur à peu près 600 ans, il me semble. Donc, c'est le précolombien, c'est des Incas, donc 1492, même après, parce que Pizarro va un peu plus tard, en 1519, au Pérou. Donc c'est tout avant, tout ce qui est avant 1519. Voilà. C'est ça le précolombien. Précolombien n'inclut pas la préhistoire, quand même pas. Il y a la préhistoire et l'époque précolombienne. L'époque précolombienne, c'est moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Enfin, 2000 ans, ça commence en moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Je voulais juste rebondir sur un adjectif que vous avez employé à un moment donné en disant c'est stylisé. Moi, quand j'ai découvert il y a longtemps l'art précolombien, c'est ce qui m'avait le plus frappé. Je donne juste des exemples. Quand on est à Palenque et qu'on voit ces sculptures qui sont quand même assez stylisées, les dessins Nazca, quand on les voit d'en haut, c'est très stylisé. Les tissus Paracas, c'est très stylisé. Et peut-être ça a d'ailleurs été beaucoup plus facile, effectivement, à attirer la France, l'Europe, l'art moderne, sur quelque chose qui était peut-être déjà un peu de l'art contemporain.
Oui, exactement. Par exemple, ils ont repris des motifs de Palenque ou de Bonampak, par exemple, mais qui sont mayas au Mexique, mais pas du tout des motifs mayas beaucoup plus complexes, comme on a les figures mayas parfois avec la tête en forme de maïs, etc. Parce que là, c'est beaucoup trop complexe. Ça, je n'ai retrouvé aucun exemple. Parce que les reliefs ou même les codex mayas sont beaucoup trop complexes. En revanche, les artistes, Paul Klee, Giacometti, etc., vont réutiliser ces motifs parce que c'est plus facile de les reproduire sur des peintures, ou principalement sur des peintures d'ailleurs, que sur des tissus. Donc, mais dans le champ des arts décoratifs, sachant qu'évidemment je ne peux pas tout connaître, mais j'en ai trouvé quand même énormément de références. J'ai jamais vu de ces références. Effectivement, c'est exactement comme pour les arts africains, et ça a été parfois mon problème d'identification d'ailleurs, c'est que ce sont des motifs géométriques très simples, stylisés, effectivement. Donc on a repris les plus faciles. On a repris ceux qu'on trouvait les plus grandiloquents. Pas du tout, par exemple, les Olmecs, qu'à l'époque, archéologiquement, on ne les maîtrisait pas très bien, on ne connaissait pas très bien. Donc on ne reprenait pas, alors que là, pour le coup, c'est très simple. Mais on ne les maîtrisait pas, on pensait que c'était trop ancien, donc on ne préférait pas. Mais les Mayas, c'était trop compliqué. Enfin, une partie des Mayas, en revanche, le reste, oui. Par exemple, Teotihuacan, les fouilles à Teotihuacan, à Mexico, c'est 1911. Donc c'est parfait. Et vous avez ce serpent sur la pyramide de la Lune. Vous avez à Monte Alban, là, à Oaxaca, les danzantes, c'est des figures de pas. Là c'est très stylisé, très schématisé, donc c'est facilement reproductible. Oui, c'est un choix à la fois identitaire et plastique. Si je me permets, quel regard portez-vous aujourd'hui sur tous ces arts, la présence de tous ces arts en France et en Europe? Quelle est votre avis sur l'évolution des choses? Je suis assez contente que maintenant il n'y ait plus de ce qu'on appelle d'appropriation culturelle, parce que ça c'est véritablement de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire qu'on s'inspirait des motifs sans consulter les populations locales, on s'inspirait des techniques et des motifs, on allait chercher des tissus, c'était du pillage. Pour le cas d'Elena Isque, elle travaillait avec des populations locales, donc c'est un peu plus nuancé, mais par la suite... Maintenant, les gouvernements, par exemple le gouvernement mexicain a gagné un procès avec Ralph Lauren en 2022, puisqu'il a réutilisé le poncho mexicain, la technique et les tissus, sans rétribuer aux populations locales. Donc maintenant, les pays ont des associations et surtout des gens qui font les vigiles, qui surveillent. Donc on peut utiliser des vêtements un peu plus identifiés. Stylistiquement en se sentant un peu moins coupable, ce qui me fait apprécier la situation un peu plus. Moi je me demandais si les formes stylisées, est-ce que c'était reparti en Amérique latine et est-ce qu'ils les avaient utilisées eux-mêmes? Oui, alors ça c'est très drôle, mais ça c'est un phénomène assez connu en histoire de l'art. Vous savez, Van Gogh, quand il peint comme ça, en fait il s'inspire du Japon. Et quand les Japonais découvrent Van Gogh, ils s'inspirent de Van Gogh. C'est très drôle. C'est un phénomène connu en histoire de l'art. Donc la mode française s'exportait avec une vitesse incroyable dès le 19e siècle en Amérique latine. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, les revues étaient envoyées de mode française étaient envoyées en Amérique latine et les tissus étaient refaits. Et en plus, on avait des systèmes, des patrons adaptés. C'est-à-dire que si c'était de la crêpe de Chine pour les robes en France, on avait des tissus adaptés au Pérou. Donc on savait transposer. Ce qui était assez intéressant, c'est que les tissus de Worth, par exemple, étaient exportés, bien sûr, en Amérique latine. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est aussi de voir comment eux se retrouvent. Si les Parisiennes n'avaient probablement pas conscience des motifs, etc., en revanche, au Pérou, elles en avaient conscience. Donc le discours n'est pas le même. D'ailleurs, il y a Rubén Dario, un intellectuel, il était péruvien, il me semble. Ouais. Oui, il était péruvien, a fait une revue de mode qui traduit un peu les élans parisiens pour des Péruviens. Il fait le passage entre les deux. Une dernière question, Sylvie. Déjà, un très grand merci d'avoir partagé tout ça.
largeur de votre champ de recherche. C'est assez vertigineux sur le plan universitaire, je trouve. Juste une petite précision, vous nous avez parlé de la France donc, et des arts précolombiens. Qu'en est-il en quelques mots du reste de l'Europe? Je pense à l'Allemagne et je pense notamment effectivement aux Espagnols en particulier. Alors vous allez être surprise, mais les Espagnols pas du tout à l'époque. Oui, je me doute. Ouais, pas du tout, parce que la légende noire est tenace en Espagne. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Hein. Travailler sur les arts précolombiens en Espagne, c'est compliqué. Hein. L'art colonial, on peut avoir des financements, on a plein de gens. L'art précolombien, c'est compliqué. L'art contemporain latino-américain, ça va encore. Mais... Alors non, en fait, les meilleurs, c'était la Suède, avec Nordenskjöld, qui était un grand proto-ethnologue, on appelle encore, qui est un grand spécialiste de l'Amérique latine. Les Allemands, évidemment, depuis Humboldt, les Allemands sont pionniers dans les recherches sur l'Amérique latine, et les Anglais. Les Anglais avaient une grosse collection au British Museum et aussi au Pitt Rivers Museum. Ils avaient engagé des concours. Le concours de Palenque, c'était celui qui va faire les meilleures découvertes à Palenque. Donc, ils finançaient énormément. Donc, c'est vraiment la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Un peu plus loin la Suède, mais les premiers congrès des américanistes, les premiers partisans de ces recherches sont des Allemands, des Français, des Anglais et des Espagnols. D'ailleurs, dans les congrès, il y a très peu d'Espagnols. Il y a des Latino-Américains qui viennent, beaucoup d'ailleurs, mais les Espagnols, pas du tout. Et après, un peu l'Italie quand même. Parce qu'il y a un gros congrès des américanistes à Pérouse, qui naît là un peu plus au début du XXe siècle, mais c'est plus sporadique.